Salut. J'ai décidé d'appeler cette vidéo l'arnaque du siècle parce que j'ai sincèrement l'impression que la grande majorité d'entre nous se fait avoir par une espèce d'entourloupe. Une entourloupe, oui. Je veux dire un mensonge, une illusion, une croyance infondée, un tour de passe-passe qui entretient une situation malhonnête, déséquilibrée. J'en ai parlé brièvement dans un format court et j'avais promis qu'on s'y pencherait un peu plus longuement. L'arnaque du siècle, c'est l'idée de mérite. Et parce qu'une entourloupe d'une telle ampleur comporte évidemment des ramifications complexes, cette vidéo est conçue en coopération avec la chaîne Patchwork qui sort en même temps sa propre vidéo sur un aspect de la question. Alors, commençons par une expression. C'est mérité. On dit c'est mérité aussi bien pour les récompenses que pour les punitions. L'idée qui se cache derrière, c'est donc qu'un comportement a entraîné pour son auteur de justes conséquences. C'est mérité, ici, cela veut dire il n'y a pas d'injustice. Et d'emblée, on voit ce que la notion de mérite comporte de politique. Il est sans doute impossible de penser la notion de mérite indépendamment de la notion de justice. On n'imaginerait pas déclarer qu'une chose soit à la fois méritée et injuste. Mais alors un énorme problème se pose immédiatement. Sur quelle conception de la justice la notion de mérite est-elle fondée? Bien évidemment, il faut que nous évitions le raisonnement circulaire autant que possible. Ce qui est juste, c'est ce qui est mérité, et ce qui est mérité, c'est ce qui est juste. On n'aurait pas bien avancé. C'est donc notre première enquête. Quelle idée de justice se cache derrière la notion de mérite? Mon intuition, c'est que l'idée de justice qui fonde le mérite est une notion qui se présente comme naturelle. Par là, j'entends qu'elle ne se présente pas comme arbitraire. Au fond, cette idée de justice, c'est aussi un sentiment de justice. Le sentiment que ceci est juste ou injuste. Et ce sentiment, il se déclare en nous comme une évidence plutôt que comme une décision. Bon, là je suis un peu trop abstrait, alors je vais essayer de donner un exemple. Imaginez un jeu. Dans ce jeu, le but est d'obtenir des jetons de couleurs. Il y a les rouges, les bleus, les verts, etc. Les joueurs passent par toute une série d'énigmes et de défis pour obtenir ces jetons, et chacun se retrouve, au bout d'un moment, avec une certaine somme de rouge, de bleu, de vert, etc. Maintenant, imaginons deux variantes. Dans la première, les couleurs sont associées à un niveau de difficulté et à un nombre de points. Pour obtenir un vert, il faut résoudre une énigme difficile, et cela vaut 50 points, alors que pour le rouge, le défi est simple et cela vaut 5 points. À la fin du jeu, celui ou celle qui a le plus de points l'emporte. Dans la seconde variante, à chaque fois qu'un joueur réussit le défi ou l'énigme, on lance un dé, et la phase sur laquelle il tombe détermine le nombre de points attribués au joueur. Une alarme retentit aléatoirement et décrète la fin du jeu. Le vainqueur final est celui qui a le plus de points. Le second jeu est-il injuste? En un sens, pas du tout. Les joueuses et les joueurs connaissent la règle avant d'y participer. De la même manière qu'un jeu de hasard, comme la roulette ou une machine à sous, n'est pas injuste. Mais en un sens, on a l'intuition que quelque chose ne va pas dans le jeu, qu'il y a une forme d'injustice. Peut-être qu'une joueuse qui aurait réussi les énigmes les plus difficiles aurait eu peu de points à cause du dé, et vice-versa. Et ça paraît étrange. Parce que le jeu implique les compétences des joueurs et des joueuses, l'introduction du hasard semble foutre par terre la possibilité d'une justice. Dans la seconde variante, on aurait du mal à dire que le vainqueur mérite sa victoire. C'est donc là où je voulais en venir. Dans la seconde variante, on a affaire à une justice arbitraire. C'est la règle du jeu. C'est aléatoire, imprévisible, mais c'est ainsi. C'est ce qu'on a décidé de faire. La justice dans un tel cadre, c'est que le joueur ou la joueuse qui a le plus de points soit déclaré vainqueur, et puis c'est tout. En un sens, c'est pas si étrange. Si on gagne à la machine à sous, on considère qu'il est juste qu'on reparte avec les gains en jeu. C'est normal. C'est le sens du contrat qu'on passe tacitement avec le casino. Mais pour autant, on ne dirait pas qu'on a mérité d'avoir gagné. Le premier jeu, en revanche, nous donne l'impression d'être fondamentalement juste. Les récompenses sont proportionnelles à la difficulté, donc à la compétence requise. Celui ou celle qui gagne, ce sera le ou la meilleure, tout simplement. Ce sera juste et mérité. Et j'irai même plus loin, ce sera logique. Je crois que pour la plupart d'entre nous, cette justice-là, elle paraît logique. C'est en ce sens que je parlais de justice naturelle. C'est pour ça qu'on lance que le meilleur gagne. En récompensant les efforts et les compétences, on semble s'inscrire dans une logique naturelle. Le meilleur, la plus compétente, doit l'emporter. Et ça nous semble normal. Un jeu, une compétition, c'est là pour se mettre à l'épreuve, pour se tester, se comparer, s'affronter. C'est face à l'adversité qu'on progresse, etc., etc. On connaît le refrain. Ce serait ça, la justice naturelle, celle qui récompense les meilleurs. Du coup, vous voyez le problème. Le couple mérite-justice déborde le seul cadre des jeux et des compétitions sportives pour affecter la société dans son ensemble.
quel sens peut-on dire que la société est une compétition? Qu'est-ce qui nous incite à la voir comme ça? Le premier truc qui vient à l'esprit, c'est l'organisation de l'enseignement. De la notation dès le primaire au classement des universités et grandes écoles, en passant par les épreuves sanctionnantes comme le bac, les institutions scolaires semblent conçues selon un unique modèle à 3 branches. 1. Instruction de différentes compétences techniques. 2. Valorisation de ces compétences en fonction d'objectifs donnés. 3. Évaluation de la maîtrise des dites compétences par l'élève. De sorte qu'une grille d'évaluation objective semble émerger aux yeux des élèves. Mieux vaut être bon en maths. Ainsi, tout au long du parcours scolaire, l'individu se fait une idée des compétences qui valent mieux que d'autres et qui, logiquement, impliqueraient plus de mérite. De la même manière, les sprinteurs sont davantage célébrés que les marathoniens, les joueuses de tennis que les joueuses de badminton. Certains talents sont davantage valorisés et les individus sont classés comme en fonction. Il serait super intéressant de se pencher sur les limites de l'évaluation scolaire, notamment à cause de la standardisation des compétences qu'elle implique, mais ce serait un trop long détour. Toujours est-il qu'on peut voir la société comme une compétition de manière plus large encore. On pourrait dire qu'il y a des grandes tendances désirantes qui permettent d'identifier explicitement ou implicitement des gagnants ou des perdants. Grosso modo, beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il vaut mieux être riche que pauvre, célèbre qu'anonyme, qu'il vaut mieux avoir du pouvoir, être en bonne santé. Ah, attendez, cette histoire de bonne santé révèle quelque chose. Oui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il vaut mieux être en bonne santé que malade. Mais il ne nous arriverait jamais de dire que telle personne mérite d'être en bonne santé et que telle autre mérite d'être malade. On ne dirait pas qu'il est juste que monsieur X soit malade ou qu'il est injuste que madame Y soit en bonne santé. Je dis jamais, mais en réalité, cela arrive parfois. Précisément quand les gens ont l'impression que la maladie en question est de la responsabilité du malade. Il n'aurait pas dû fumer autant de cigarettes, elle n'aurait pas dû boire, il aurait dû faire un régime, etc. Comme on le voit dans le livre de Denis Colombi, Où va l'argent des pauvres, il existe tout un discours pour faire des pauvres les responsables de leur pauvreté. Ils seraient pauvres parce qu'ils font n'importe quoi avec leur argent. Et les riches seraient riches car ils savent gérer leur argent. Le niveau de richesse serait une affaire de compétence. Spoiler, en vrai, c'est pas du tout le cas. Et avec cette insistance sur le thème de la compétence, on voit se dessiner deux notions en creux qui expliquent l'armature de la société compétition. Ces deux notions sont intimement liées, c'est l'effort et le libre arbitre. Ces deux notions combinées donnent lieu à l'éthique de travail. Le raisonnement est logique. Si l'être humain est libre, alors il est responsable de ses décisions. S'il est responsable de ses décisions, s'il est libre de choisir entre se mettre au travail et glander ou faire la fête, alors on va être tenté de le juger en fonction de la quantité d'efforts qu'il produit. Et cela nous conduit aussi à projeter une équivalence entre réussite et quantité d'efforts fournis. Celui qui réussit, donc celui qui se trouve plutôt du côté des gagnants de la compétition sociale, on sera tenté de penser que c'est parce qu'il a bossé pour. C'est l'idée qu'on est l'auteur de son succès. Et ça vient de l'idée qu'on est responsable de soi-même, de ce qu'on fait, de ce qu'on crée ou produit. C'est une croyance qui est très avantageuse pour l'individu qui a réussi. Au fond, quand on lui demande d'expliquer son succès, il peut répondre « C'est du boulot, mon vieux !» Et en disant ça, le message qu'on essaie de transmettre essentiellement, c'est « Je ne dois rien à personne ». Laisser entendre que notre succès est mérité, et donc qu'il ne doit rien à personne, c'est dire en somme qu'il n'y a rien d'injuste dans notre succès. Foucault a une expression bien trouvée, entrepreneur de soi, être dans le business de soi-même. Cela définit bien le sujet néolibéral qui cherche constamment à exploiter son potentiel, qui se construit comme on monte une entreprise, avec des objectifs, qui cherche à rentabiliser son temps. Mais bon, si je me lance dans le développement personnel, j'en ai pour 1 heure de plus. C'est du boulot, mon vieux. Cela revient à dire, ne soyez pas jaloux de mon succès comme s'il était dû à la chance, soyez plutôt admiratif de ma personne. Ne jalousez pas ma réussite, jalousez plutôt ce que je suis. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que même celles et ceux qui ne réussissent pas particulièrement s'accrochent à l'idée de mérite. Parce que le mérite serait l'indice de ce que nous valons, de nos qualités individuelles. Voilà mon pari psychologique. On donne une place au mérite dans nos vies parce qu'on ressent un fort besoin de savoir si on est bon ou pas. On est prêt à avaler beaucoup de choses pour l'opportunité d'obtenir un feedback sur ce que nous valons et donc sur ce que nous sommes. Encore une fois, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus dans mes vidéos, mais ça me semble vraiment central. Le besoin narcissique pourrait jouer un rôle important dans la fonction accordée au mérite. Parce que nous voulons savoir qui nous sommes et les critères de réussite ou d'échec peuvent jouer le rôle de miroir, le moyen par lequel on parvient à s'observer, s'étudier, se connaître. Les likes sur Instagram, les followers sur Twitter, la compétition sportive,
Toutes ces informations nous permettent de nous situer, de nous faire une idée de ce que nous sommes. Nietzsche énonçait ainsi la maxime du nihilisme, plutôt vouloir le rien que de ne rien vouloir. En continuité, on pourrait dire mieux vaut souffrir de ses échecs que d'abandonner toute possibilité de succès. Plutôt se sentir nul que d'abandonner la possibilité de se sentir bon. Ou autrement dit, plutôt souffrir que de ne pas savoir ce qu'on vaut. Il est tentant de regarder nos activités comme autant de manières de chercher à répondre à la question « Qui suis-je » L'idée de mérite nous permet de constituer une image plus ou moins consciente de ce que nous valons et donc de ce que nous sommes. D'où cette insistance pour faire du travail et de l'effort les composantes essentielles de la réussite. Car dans l'imaginaire collectif, plus la réussite tient à un talent inné, moins il y a de mérite, et plus il est difficile de s'approprier le succès. L'idée d'inné penche explicitement vers la chance. On parle d'ailleurs de loterie génétique. On fait comme si une personne était constituée de deux grandes familles de choses. 1. Les caractéristiques dont on ne serait pas responsable, ce qui englobe l'ensemble de ce qu'on hérite. Et puis ce qui nous tombe dessus par le fait du hasard. La plupart des gens se refusent à juger une personne sur la base de ces caractéristiques-là, et ça paraît plutôt sensé. Et puis, il y aurait les caractéristiques dont on serait responsable, ce qui renvoie implicitement aux caractéristiques qu'on choisit de développer, c'est-à-dire au fond ce qu'on décide d'être. C'est grosso modo ce qu'on appelle la personnalité. Et il arrive qu'on juge les gens sur cette base. On le voit par exemple avec le regard qui peut être porté sur les alcooliques ou les drogués, voire avec les SDF. Ils seraient responsables de leur déchéance car ils auraient décidé de se droguer ou parce qu'ils auraient choisi une vie en marge de la société. Comme on le disait avec Denis Colombi, on aime bien imaginer les pauvres responsables de leur pauvreté. Il nous paraît plus légitime de juger quelqu'un sur son caractère que sur son lieu de naissance, car nous considérons qu'il est responsable du premier et non du second. Mais rien ne prouve que nous sommes responsables de notre personnalité. N'est-ce pas celui qui tient autrui pour responsable de ce qu'il est, de ce qu'il croit et ressent, qui doit prouver une telle responsabilité? Est-il possible de responsabiliser socialement et légalement les individus, c'est-à-dire d'inciter à des comportements qu'on estime bénéfiques pour la société, via des lois ou des normes sociales, tout en les déresponsabilisant moralement, c'est-à-dire tout en considérant que l'individu lui-même, n'étant pas l'auteur de sa propre personne, n'est pour rien dans son comportement? Sans doute est-il impossible de répondre définitivement à cette question, et je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je vous propose d'y réfléchir aussi. C'est une problématique super vertigineuse. Comment articuler ce que l'on découvre autour du déterminisme aux normes sociales, à l'organisation de la société? Bref. S'il est si difficile de voir les choses ainsi, c'est d'abord parce que nous nous jugeons nous-mêmes comme si nous étions les auteurs de notre propre personnalité. Nous avons intimement l'impression que nous prenons des décisions libres et que par conséquent, nous sommes responsables de nos choix. Et cela vient à mon avis d'une confusion autour de la décision et de l'action. On imagine une action libre comme un déroulé au cours duquel plusieurs opportunités de décider s'offrent à nous. Une action qui ne fait intervenir aucune décision de la part de l'individu nous paraît au contraire pas libre du tout. Pour être schématique, Monsieur X, agacé par son voisin, décide d'aller sonner chez lui pour lui casser la gueule. On imagine que Monsieur X a agi librement et qu'il est donc moralement responsable de son acte parce qu'il n'a pas agi sous la contrainte. Parce que personne n'était là pour le forcer à agir ainsi. Parce qu'il n'était pas sous l'emprise d'une drogue qui rend fou. Parce qu'à plusieurs reprises, il aurait pu décider autrement. Ça, c'est une concession terriblement naïve de l'action, parce qu'on fait comme si celle-ci pouvait être clairement délimitée. D'abord, où l'action commence-t-elle? Quand M. X lance son poing dans la figure de son voisin? Quand il sonne à la porte? Quand il sort de chez lui? Quand il se lève de son canapé? Juste avant, quand il décide de se lever du canapé? Ou peut-être encore juste avant, quand l'idée de se lever du canapé survient dans son esprit? Ou peut-être encore avant, quand l'état de fatigue de M. X ne lui permet plus de refouler ses pulsions agressives? Ou encore avant, dans la cause de sa fatigue, dans ses 48 heures passées sans dormir aux urgences à soigner des patients? Ou encore avant, quand il a choisi de faire médecine alors qu'il aurait dû savoir que le métier pouvait être éprouvant psychologiquement? Ou alors encore avant, dans l'éducation familiale, puisque son père lui répétait toute son enfance que c'était médecine ou rien? Je vais un peu vite bien sûr, mais on comprend tout de même qu'une délimitation nette de l'action est naïve du point de vue de la chronologie. Si le début d'une action peut se confondre avec les conséquences de l'action précédente, de quelle action parle-t-on? Si j'ai été contraint à choisir X plutôt qu'Y, on m'accordera que ce choix n'était pas libre. Mais si quelques jours plus tard, j'ai à choisir sans contrainte apparente entre A et B, on aura tendance à considérer ce choix libre. Mais peut-être que la situation qui me conduit à choisir entre A et B est la conséquence du choix d'X. Cela ne suffit-il pas à remettre en cause la supposée liberté de ce choix? C'est l'autre naïveté de cette conception de l'action. Elle ne considère qu'une échelle. Reprenons notre exemple.
L'action de Monsieur X d'aller frapper son voisin est en fait constituée de plusieurs actions. Et on peut plonger dans chacune d'entre elles, virtuellement à l'infini. Lors de cet incessant processus de décision qu'est l'activité mentale, Monsieur X a imaginé se promener avant de choisir de rester chez soi, ruminer son agacement pour son voisin. Imaginer se promener est constitué aussi d'un enchaînement d'actions plus ou moins enchevêtrées les unes aux autres. Il y a déjà le fait de sentir l'idée de la promenade pointer dans la conscience. Regarder la fenêtre pour vérifier qu'il ne pleut pas, ce qui anéantirait tout projet de promenade. Se rappeler qu'on a une ampoule au pied, évaluer si elle est trop douloureuse, visualiser un trajet possible, puis un autre, se demander si on ne pourrait pas rentabiliser cette promenade en profitant pour acheter du pain, se demander quelle boulangerie est ouverte le lundi, consulter ses souvenirs pour essayer de répondre à cette question. Et à chaque fois, on pourrait zoomer encore davantage. Se demander si Monsieur X était libre et donc moralement responsable d'être allé sonner chez son voisin pour le frapper, cela devrait en théorie conduire à poser la même question pour les actions qui précèdent le coup de poing. C'est important de le souligner parce que face à la question du libre arbitre, on a tendance à simplifier à tel point qu'on finit carrément par éviter le problème. On se dit que plus une action comporte de décision ou de délibération, c'est-à-dire d'opportunité pour l'individu de choisir, plus une action est libre. Mais c'est oublier que chaque délibération est en elle-même une action dont il faudrait questionner la liberté. Définir une action, la délimiter, c'est d'une part décider arbitrairement de son début et de sa fin, et d'autre part décider arbitrairement de son échelle, c'est-à-dire de son sens et de l'importance des éléments qui la composent. Peut-être qu'une micropulsion à laquelle M. X ne peut rien, une espèce de réflexe mental quasi imperceptible, a jailli et fait comme une étincelle, provoquant un cataclysme décisionnel menant au coup de poing. Je tiens pour très crédible l'hypothèse suivante. La plupart de nos actions tiennent à des facteurs inconscients ou imperceptibles qui orientent notre cheminement et nos prises de décision à notre insu. Car si on en revient à notre exemple, ce qui fait le lien, le passage d'une action à une autre, le mouvement, ce qui fait le tissu de nos décisions, c'est évidemment majoritairement inconscient. Mais on se vit comme si, au contraire, on était maître de nos actions. Et ce qui conforte cette impression, c'est une capacité magique, la volonté. Nous avons le sentiment 1 que la volonté est libre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me forcer à vouloir quelque chose, et 2 que la volonté est à l'origine de la décision. C'est elle qui me permet de décider. La volonté serait ce qui permet à l'individu d'éprouver et d'exprimer sa liberté. Et donc, par extension, elle est à la source d'une espèce de capacité à se transformer. Pouvoir décider, c'est pouvoir décider de changer ce que nous sommes. En ce sens, cette capacité nous conférerait une forme de responsabilité vis-à-vis de ce que nous sommes, de ce que nous décidons d'être. Il suffirait de faire un effort. Et ce qui rend possible cet effort, c'est donc cette catégorie psychologique mystérieuse et bancale, la volonté. Cette attitude suppose en effet de donner un statut particulier à la volonté, comme si elle était une capacité à part, libre de toute détermination, voire comme une source inépuisable d'énergie à disposition de tout le monde en part égale. On est prêt à accepter que tout un tas de compétences tiennent à des facteurs extérieurs comme l'héritage génétique ou l'environnement social, mais pour la volonté, on semble faire comme si elle obéissait à d'autres principes. Tout le monde aurait la même possibilité de se foutre un coup de pied au cul et de se mettre au boulot. On voit l'absurdité d'un tel postulat. D'où vient la volonté ? N'est-elle pas, elle aussi, au même titre que l'empathie ou la capacité de concentration, générée organiquement par un cerveau, lui-même soumis à des stimuli venant du monde extérieur ? N'est-elle pas, au même titre que la confiance en soi, quelque chose qui se développe dans un environnement favorable ? On semble nier cela et faire comme s'il y avait deux lignes qui cohabitaient en permanence, la ligne qui indique la puissance déployée par nos actions en cours et la ligne qui indique la puissance potentielle maximum. L'écart entre les deux renverrait à notre potentiel. En somme, on fait comme si on n'était que ponctuellement à 100% de ses moyens. C'est intuitif, on se dit « présentement je pourrais faire plus ». Mais au fond, on n'en sait rien. On pourrait très bien être constamment à 100% de nos moyens. Il n'y aurait qu'une ligne et notre puissance évoluerait en fonction de divers facteurs. Aucunement besoin de conserver la notion hasardeuse de potentiel. Va-t-on considérer par exemple que le record personnel d'un sportif correspond à ce fameux 100%? Que pour toutes les autres performances, il n'était pas à son maximum? Ou va-t-on au contraire penser que cette puissance maximum varie selon les circonstances? En même temps, il y a cette intuition tenace selon laquelle on aurait une réserve de puissance à disposition. Par exemple, juste avant le départ de la course. Qu'en est-il de la relation du sportif à sa puissance? N'est-elle pas là, suspendue comme un potentiel ne demandant qu'à être déployé? N'est-ce pas ce qui fait la particularité de la course? Eh bien, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Avant le départ de la course, par exemple, on peut défendre l'idée que le sportif déploie pleinement sa puissance, qu'il est déjà à 100%. Seulement, avant la course, la puissance en question est une autre puissance que la puissance de courir vite. Avant le départ, le sportif actualise par exemple sa puissance de concentration, de visualisation,
Ce sont d'autres puissances. La puissance de courir vite n'existe pas en tant que telle, indépendamment d'autres puissances qui lui sont associées. Notamment la puissance de décider de courir. C'est bête à rappeler, mais si le sportif n'est pas capable de décider de courir, il ne pourra pas courir. Être à 100%, cela renverrait donc à une forme d'équilibre, un point de tension entre différentes puissances. Des puissances parfois en contradiction les unes avec les autres. On pourrait être tenté de nous rétorquer que le sportif peut décider de courir moins vite. Mais cela revient au même. À moins de faire de la volonté cette source mystique et inépuisable d'énergie liée à la prise de décision, une course moins rapide renvoie aussi à ce 100%, à cet équilibre des puissances, comme une mise en tension de puissance contraire. Puissance de courir aussi vite que possible et, dans le sens contraire, puissance de retenir sa foulée, afin de s'échauffer sans prendre le risque de se blesser par exemple. Donc puissance de surveiller son rythme, etc. On pourrait avoir envie de répondre, par exemple, qu'il n'est pas à 100% de ses capacités musculaires. Mais si l'on s'autorise ce genre de jugement, on bascule dans une autre relation au concept de potentiel qui devient purement physiologique et n'a plus grand-chose à voir avec le problème de la personnalité. Nous confondons la puissance subjective et la puissance objective. C'est une chose d'avoir des jambes qui permettent de courir vite, encore faut-il avoir la puissance de vouloir courir vite. Encore une fois, tout le problème réside dans l'idée que l'on se fait de la volonté. Si la volonté est cette chose libre, abstraite, située hors de notre corps, alors oui, il existe une puissance potentielle, comme suspendue, ne demandant qu'à être actualisée. Et ça suppose d'adopter une position dualiste, c'est-à-dire que l'esprit est indépendant du corps. Ce qui permet de dire qu'il y aurait quelque chose comme une personnalité et que celle-ci existe au-delà de ce que je fais au moment où je le fais. Mais si la volonté est elle-même une capacité, une puissance, si elle varie avec notre état de forme, alors il n'existe pas de potentiel, et nous sommes sans doute constamment à 100%. C'est donc une conception moniste, l'esprit se confond avec le corps. Ce que je suis n'existe qu'au présent, et se confond donc avec ce que je fais. C'est pourquoi, pour en revenir à la question de la réussite sociale, dire j'ai bossé pour en arriver là revient à ouvrir la porte à une régression à l'infini. D'où vient cette capacité de travail, cette motivation, ce courage, cette énergie? Vous le sentez, ces questions donnent précisément envie de répondre, la volonté. Pour comprendre la place que l'on donne au mérite dans nos vies, il faut se pencher sérieusement sur l'idée que l'on se fait de la volonté. Parce que cette notion psychologique a quelque chose de super ambigu. On ne sait pas bien ce qu'elle désigne, sinon une expérience très intime, un sentiment profondément personnel. On pourrait même dire qu'on s'identifie à sa volonté. D'abord, parce que ce qu'on veut prend généralement une place importante dans nos vies. Ce qu'on veut, c'est ce que l'on va essayer d'obtenir, c'est la source de notre motivation, la raison pour laquelle on agit. On organise notre vie entière, notre quotidien, en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Autant que possible, on essaie d'obtenir ce qu'on veut et d'éviter ce qu'on ne veut pas. Rien que de ce point de vue, on comprend l'importance de la volonté. Si tout ce que je fais est plus ou moins lié à ce que je veux, si tous mes choix sont liés à ce que je veux, alors naturellement, je finis par avoir l'impression que ce que je suis correspond à ce que je veux. C'est le premier sens en lequel on peut dire qu'on s'identifie à la volonté. Mais à un niveau psychique encore plus profond, on peut aussi considérer qu'on s'identifie à la volonté en ceci que l'expérience de la volonté est un sentiment de soi. Quand je veux, je me sens vouloir, et donc je me sens exister. Je sens le jeu de je veux s'affirmer. Vouloir, c'est se sentir désirer quelque chose. Donc se sentir soi-même. En ce sens, la volonté est, pour celui qui l'éprouve, une sorte de manifestation de sa propre personne. Quand je veux quelque chose, il me semble que je ne peux pas me tromper. C'est bien moi qui veux cette chose. Je me sens vouloir ce que je veux. Il est bien possible que ce soit, là aussi, au fond, une illusion. Une partie de la philosophie de l'esprit contemporaine se penche là-dessus, mais à la limite, ce n'est pas mon problème ici. Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience intuitive communément partagée. De ce point de vue, on peut dire que je ne peux pas vouloir sans m'identifier à cette volonté. Je ne peux pas à la fois vouloir quelque chose et douter que c'est bien moi qui veux cette chose. Je peux avoir l'impression de subir la faim, la fatigue, un désir, une envie, mais je n'ai jamais l'impression de subir ma volonté. J'insiste pour souligner à quel point nous sommes pris dans une relation très étroite avec la volonté. Il est extrêmement difficile de s'en déprendre, de la considérer avec recul, comme un événement mental qui ne nous appartiendrait pas. Alors comme on s'identifie à sa volonté, en toute logique, on s'en sent responsable. Et ce, en deux sens distincts. D'abord, on est censé assumer sa volonté. Si je peux défendre l'idée que je ne contrôle pas mes désirs ou mes pulsions en général, c'est beaucoup plus délicat pour la volonté. On pourrait être tenté de dire que la volonté, c'est simplement un désir conscient, reconnu et assumé. Je dis assumé au moins en soi-même. Si je veux quelque chose, alors je reconnais l'existence de raisons de le vouloir. Je comprends pourquoi je veux ce que je veux.
Je peux donc répondre de ma volonté, au moins en moi-même. Je ne débat pas de ce que je veux. L'opposition entre ce que je veux et ce que je ne veux pas est très claire. Lorsqu'on est incertain et qu'on est conduit à dire je ne sais pas ce que je veux, nous disons en réalité il n'y a rien que je veuille vraiment. Le deuxième sens en lequel on peut dire qu'on se sent responsable de notre volonté renvoie à ce qu'on évoquait plus tôt, à propos de l'identification de la volonté à une capacité. C'est-à-dire que l'on se sent responsable de son manque de volonté. Quand on dit d'une rencontre sportive serrée, que ceux qui l'ont emportée étaient simplement ceux qui le voulaient davantage, on essaie d'introduire un sentiment de mérite et de légitimité. Dire ceci, c'est dire ils ont gagné pour une bonne raison. Il n'y a rien d'injuste dans cette victoire. Sous-entendu, tout le monde a la même réserve de volonté. Il suffit de vouloir. Personne n'est dépourvu de volonté. Nous sommes tous égaux face à cette source de puissance, d'énergie, de motivation. Gagner grâce à la volonté ne remet en rien en cause l'équité de la rencontre. La victoire est méritée. De sorte qu'on a affaire ici à une responsabilité morale bien particulière, la responsabilité de sa propre réussite, de sa propre vie. L'idée que l'on se fait d'un concept psychologique tel que la volonté peut être déterminant dans l'organisation de la société. On attribue les récompenses et les punitions en fonction de ça. On rend les gens responsables de leurs succès et de leurs échecs parce que l'on considère, plus ou moins consciemment, que tout le monde bénéficie dans la volonté de la même source inépuisable d'énergie, qu'on est tous égaux devant la motivation. Donc, si on ne réussit pas ce qu'on entreprend, c'est parce qu'on ne veut pas assez réussir. Autrement dit, on est taxé de fainéantise. On valorise le travail et par conséquent, on stigmatise la fainéantise. Il faudrait faire une vidéo à part sur la généalogie des systèmes de valeurs qui condamnent la fainéantise. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre conception de la réussite est liée à notre conception de la volonté. Réussir sans vouloir, c'est avoir de la chance et on considère qu'il n'y a aucun mérite à ça. C'est assez terrible. Si réussir dépend de la volonté, et si la volonté est un trait de caractère, alors on est conduit à admirer ou mépriser des personnes. Plutôt que penser que tel accomplissement ou tel échec est le résultat d'un ensemble de causes diverses et variées qui débordent l'individu, on se met à considérer qu'il y a des personnes qui valent plus que d'autres. Et selon quels critères estime-t-on la valeur des personnes ? Selon des critères culturels, donc qui dépendent de la société, du lieu et de l'époque dans laquelle on vit. Ça semble pas très juste. C'est une position extrêmement violente au fond, et elle pèse énormément sur nos vies. Tout le monde s'inquiète de savoir ce qu'il vaut, de savoir s'il est aimable. Et tout ça tient à une conception naïve de l'esprit. C'est dingue quand même. Pour le dire autrement, il faut inverser le terrifiant « quand on veut, on peut », car en réalité c'est plutôt « quand on peut, on veut ». Pour vouloir, il faut déjà pouvoir. Pourquoi s'accroche-t-on autant à ce couple volonté-mérite ? Question trop difficile pour donner une réponse définitive. Mais disons que, pour faire écho à ce qu'on disait plus tôt sur le besoin de savoir ce qu'on vaut, même si c'est une source d'angoisse, c'est aussi une promesse de plaisir. Et pas n'importe lequel. Un des plaisirs les plus intenses que l'on connaisse, le plaisir narcissique. La compétition et l'idée de mérite qui lui est associée sont les conditions de possibilité de l'expérience de la fierté. Si je suis responsable de mon succès, alors je peux être content de moi. Il existe une situation où je peux être fier de ce que je suis. En somme, je peux m'aimer. C'est délicieux. Remarquable. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Non. Si, j'appelle ça le paradis noir. Il semblerait que nous ayons du mal à nous aimer autrement qu'en nous auto-évaluant. Nous avons inventé différents critères pour mesurer notre valeur et donc notre aimabilité au sens propre. On se juge selon ces critères. Et comme il nous est si important de pouvoir nous accepter nous-mêmes, nous nous accrochons à cette fiction qui, permettant une évaluation censément juste, nous autorise à rêver de ce succès qui serait synonyme d'amour-propre. Le mérite est ce qui garantit que notre réussite tient bien à notre valeur personnelle. Peut-être nous est-il très difficile d'être heureux si nous n'avons pas l'impression d'une façon ou d'une autre de mériter ce bonheur. Pour jouir d'un succès, il faut se persuader que ce succès est juste, donc mérité. Il faut penser que ce succès révèle notre vraie valeur. Si nous nous accrochons à l'idée de mérite, c'est aussi parce que certaines intuitions sont particulièrement convaincantes. Imaginons par exemple deux individus, Monsieur X et Madame Y. Monsieur X a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle et Madame Y a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un premier rôle. Petite parenthèse, je n'ai pas de respect particulier pour les prix et récompenses cinématographiques ou artistiques en général. Je trouve même ça un peu absurde, mais disons que cela représente une forme de réussite sociale. Un Oscar, c'est objectivement un symbole de succès, et avoir la réaction de celles et ceux qui le reçoivent, c'est effectivement perçu comme tel par les premiers concernés. Bon. Mettons que Monsieur X est le fils d'un gros producteur hollywoodien. Ainsi, il a baigné dans l'univers du cinéma dès sa plus tendre enfance. Il a pris des cours de théâtre avec les meilleurs enseignants. Il a reçu des conseils de la part des plus grands acteurs.
L'influence de son père lui a permis de faire plusieurs auditions, d'enchaîner les castings, jusqu'au jour où, enfin, il décrocha un rôle qui lui convenait, un rôle qu'on aurait dit écrit pour lui. Ce fut son breakthrough, comme on dit, et finalement, le voilà aujourd'hui recevoir son Oscar. Madame Y, quant à elle, fut élevée par une mère célibataire à Hoboken, dans le New Jersey. Sa mère cumulait plusieurs boulots pour joindre les deux bouts. Elle a même dû commencer à faire des petits jobs dès son adolescence pour avoir un peu d'argent de poche et aider aux dépenses du foyer. Du coup, elle ne pouvait même pas intégrer la troupe de théâtre du lycée qui répétait pendant ses heures de boulot. Mais dès qu'elle avait un moment de libre, elle jouait la comédie devant son miroir, répétait des monologues, imitait des scènes de ses films préférés. À la sortie du lycée, elle prit un bus et traversa le pays pour rejoindre Los Angeles et comme 99% des aspirantes actrices de la ville californienne, elle devint serveuse dans un restaurant et tenta de participer à des castings pour décrocher un rôle. Un jour, elle fut retenue pour une publicité. C'était un premier succès, puis plus rien pendant des mois. Un jour, un court-métrage, suivi d'une autre période de disette. Jusqu'à ce casting où elle fut retenue pour un troisième rôle dans un long-métrage. Son professionnalisme lui donna bonne réputation et lui ouvra quelques portes. Un film après l'autre, elle se fit une place à Hollywood jusqu'à décrocher le Graal. Bon, et bien là, il semble difficile de dire que M. X et Mme Y ont le même mérite. On a le sentiment très fort qu'il y a une différence de mérite entre les deux. Comment répondre à cette intuition ? Il y a plusieurs arguments possibles. Le premier consiste à rappeler que Mme Y est une exception. Cela suppose donc de dire la quasi-totalité des gens qui réussissent n'ont pas eu à surmonter beaucoup d'obstacles. De sorte qu'on est tenté de dire qu'il n'y a pas de mérite, sauf cas exceptionnel. C'est un argument partiel. Cela revient à dire qu'il n'y a généralement aucun mérite à réussir, car la réussite suppose quasi exclusivement des parcours faciles type Monsieur X. Le second argument est plus ambitieux. Il consiste à dire que pour toute situation sociale donnée, il existe un ensemble spécifique de causes. Si l'on considère les situations sociales sous le prisme d'une distinction binaire entre réussite et échec, on peut distinguer ces causes en deux catégories. Il y a, d'une part, l'ensemble de ce qui constitue des forces favorables, c'est-à-dire tout ce qui pousse un individu dans le sens de la réussite ou du succès, en tout cas de ce qui est considéré ainsi. D'autre part, l'ensemble des forces défavorables, c'est-à-dire ce qui fait obstacle à la réussite et conduit vers l'échec. Ces forces sont de puissance variable. La mère de Madame Y qui lui offre pour ses 16 ans l'ouvrage de Stanislavski, c'est une force favorable d'une puissance plutôt modeste quand on la compare à celle dont a pu jouir Monsieur X quand son père lui paya des cours particuliers avec Al Pacino. Aussi dira-t-on que pour tout succès social donné, il existe un certain ratio de forces favorables et de forces défavorables de diverses puissances. Si l'on considère l'Oscar du meilleur premier rôle comme forme de succès, on serait donc tenté de déclarer que Monsieur X et Madame Y, au bout du compte, ont bénéficié du même ratio force favorable, force défavorable. Cela continue d'être contre-intuitif. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on se représente plus facilement les forces favorables de Monsieur X que de Madame Y. De quelle force favorable a bénéficié Madame Y ? Eh bien, peut-être que certains événements douloureux ont façonné sa sensibilité d'une certaine manière. Peut-être que sa mère lui a montré des films qui l'ont particulièrement marqué dès sa plus tendre enfance, et que ça a fait naître en elle un rapport particulier au cinéma. Peut-être qu'elle avait des dispositions cognitives qui la rendaient plutôt douée pour les imitations. Peut-être qu'à une époque de sa vie, le cinéma était la seule chose qui pouvait la soulager de ses angoisses, et qu'elle s'est donc plongée dedans corps et âme. Notez qu'on ne parle pas de bonheur ou d'avoir une vie heureuse. Ce qui constitue une force tient à l'objectif visé. Les forces sont favorables ou défavorables du point de vue du succès qu'est l'Oscar. On remarque que cet argument fonctionne bien avec le précédent. Les forces favorables dont a bénéficié Madame Y sont tellement fragiles, elles tiennent à un tel concours de circonstances qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que ces réussites soient rarissimes. Pour le dire autrement, les forces favorables dont a bénéficié Monsieur X sont plus faciles à maîtriser, c'est-à-dire qu'elles tiennent moins au hasard. En cela, elles reflètent des inégalités structurelles. Le père de Monsieur X pouvait décider que son fils jouisse de certaines forces favorables. C'est ce que permet sa situation sociale. Tandis que de l'autre côté, la mère de Madame Y n'a pas ce pouvoir. Pour que Madame Y réalise son rêve, il faut que les hasards de la vie s'en mêlent. Il faut tout un tas de facteurs impondérables. Et ça nous permet de retomber sur la notion de justice. En fait, ce n'est pas que Monsieur X mérite moins son Oscar que Madame Y, c'est que son succès est moins juste, ou plus injuste que celui de Madame Y. Prenons un cas extrême. Monsieur X a piraté les votes de l'Académie des Oscars et a donc en quelque sorte volé sa récompense, tandis que Madame Y l'a reçue en bonne et due forme. Là, on peut bien dire que Monsieur X ne mérite pas du tout son Oscar, non ? Eh bien oui, on peut dire qu'il ne le mérite pas du tout. Mais ça n'implique pas que Madame Y mérite le sien. En revanche, on peut dire que l'Oscar de Madame Y répond à certains critères de justice et d'honnêteté, là où l'Oscar de Monsieur X est au contraire un cas flagrant d'injustice et de malhonnêteté.
Cela nous permet de prendre conscience d'un des fondements du problème de la notion de mérite. Elle repose sur une abstraction, une conception naïve de l'individu. Elle fait comme si les individus avaient leur destin en main, c'est-à-dire comme si on était censé dominer son environnement, comme si on devait s'extraire de l'ensemble des forces favorables et défavorables pour forger tout seul sa réussite. Et bien ça, c'est justement un fantasme de film hollywoodien. Si nous considérons que l'identité d'une personne est constituée par la somme de ses expériences, par toutes les influences auxquelles cette personne a été exposée, alors l'idée d'être maître de son destin devient totalement absurde. La puissance qui pourrait me permettre de maîtriser mon parcours de vie tient précisément à un ensemble d'événements de vie que je ne contrôlais pas. On peut reprendre l'idée des forces favorables et défavorables. Ma puissance, ma capacité à décider et à agir, tout cela ne m'appartient pas, car cela tient à des événements imprévisibles, à des rencontres, etc. Personne n'est l'auteur de sa puissance. La question n'est donc pas « cette personne mérite-t-elle son succès ?», mais bien « le succès dont bénéficie cette personne est-il juste ?» Ce qui suppose deux sous-questions. D'abord, d'où viennent les forces favorables qui ont rendu ce succès possible ? Si les forces favorables tiennent à une organisation arbitraire de la société, alors il est difficile de considérer ce succès comme juste ou mérité. Par exemple, si on est dans un pays qui suit un système de caste, être né dans telle ou telle caste déterminera grandement nos possibilités de succès. Pourtant, personne n'est pour rien dans sa naissance. La deuxième question consiste à se demander si le dit succès bénéficie à l'ensemble de la société. Mettons que je naisse avec un don pour les mathématiques et que grâce à cela, j'obtienne un haut poste avec un salaire très élevé. On pourrait dire qu'il n'est ni juste ni injuste que je sois né avec ces capacités. C'est ainsi. On dit parfois « la vie est injuste ». Oui, d'accord, mais en fait il faudrait préciser. Ce n'est pas la nature qui est injuste. La nature est hasardeuse, inégale, oui, mais pas injuste. Elle n'est ni juste ni injuste. C'est la société qui peut être juste ou injuste. Que je naisse avec des capacités qui me permettent d'avoir du succès, c'est un fait du hasard. Cela ne relève pas de la justice. En revanche, la valeur que la société attribue à mes talents, ce que fait la société de mes capacités, cela relève de la justice ou de l'injustice. Pourquoi la société me permettrait-elle de bénéficier de privilèges simplement parce que j'ai eu de la chance ? Pourquoi devrais-je jouir des avantages que me confèrent mes talents si ceux qui n'ont pas eu cette chance font face à de grandes difficultés ? C'est quand la société ne corrige pas les inégalités dues au hasard qu'il y a injustice. C'est donc une autre question qui est ainsi soulevée. Avons-nous organisé la société de manière à limiter l'impact de la chance ? Est-ce que cela ne semble pas le b.a.-ba de la justice, limiter le facteur chance ? Et pourtant, si on prend le temps d'observer la société 2 secondes, on se rend compte que ce critère minimum n'est jamais assuré. Et ce, même dans les domaines qui semblent le moins suspects de ce point de vue. Comme le sport. Vous connaissez la NHL, c'est l'équivalent de la NBA pour le hockey sur glace. Comme pour tous les sports médiatisés, des millions d'enfants américains et canadiens rêvent de devenir hockeyeurs professionnels. Si je vous dis qu'un enfant né au mois de janvier a 4 fois plus de chances d'intégrer la NHL qu'un enfant né en décembre, ça vous étonne, non ? On aurait envie de croire que le mois de naissance ne joue pas un rôle si important. Et pourtant, ça s'explique facilement. Les inscriptions se terminant le 31 décembre, pour chaque catégorie d'âge de hockey, les enfants nés en janvier étant plus vieux de 11 mois sont généralement plus grands que leurs coéquipiers. Plus grands et donc plus costauds, donc souvent plus forts. Alors on leur donne plus de temps de jeu, on leur donne plus de conseils, alors ils progressent plus vite, alors ils intègrent l'équipe 1 de l'école, etc., etc., jusqu'à la bourse universitaire. La chance peut intervenir dans nos vies de manière très différente. Thomas Nagel distingue plusieurs types. 1. La chance résultante. C'est celle qui détermine les conséquences de nos actions. C'est elle qui me fait faire un double 6 quand je lance les dés. 2. La chance circonstancielle. C'est elle qui m'offre une opportunité d'emploi pile poil au moment où je quitte le mien. Un mois plus tôt ou un mois plus tard et j'étais au chômage. 3. La chance constitutive, qui renvoie à nos prédispositions, à l'héritage génétique, à nos talents. Et enfin, la chance antécédente, grâce à laquelle l'étudiant que je suis rencontre sur son parcours tel prof, me permettant de développer telle compétence. Pour chaque réussite, que ce soit un prix Nobel, une actrice ou un businessman, on trouverait sans difficulté l'intervention de ces 4 facteurs dans chaque parcours. Et ces facteurs peuvent être aggravés par l'organisation de la société. Comme on le disait dans la dernière vidéo, naître avec des talents pour le football permet un statut social que ne permet pas le talent pour le tir à l'arc. Il s'avère que la société valorise le foot davantage. Personne ne mérite sa réussite. Nous ne choisissons ni nos traits de caractère, ni le système de valeurs de la société dans laquelle nous vivons. Nous ne maîtrisons pas non plus les différents facteurs chance. Au-delà, on pourrait être tenté de dire que toute réussite risque d'être injuste. Car si elle ne profite pas au moins autant à ceux qui n'ont pas eu la même chance, alors elle entérine l'inégalité qui l'a rendue possible. Ce serait confirmer et légitimer une compétition sociale fondée sur le hasard.
C'est donc reconduire un système au sein duquel les élus, les vainqueurs, les grands gagnants seront minoritaires. Pour faire accepter une telle société, pour que des populations opprimées entières acceptent de jouer le jeu d'une compétition sociale qui leur est pourtant terriblement défavorable, il faut lui inventer une légitimité. Il faut masquer l'injustice. Mieux, il faut la présenter comme une évidence au point que sa remise en question même nous paraisse absurde. C'est ce qu'on nous présente comme l'ordre naturel, l'élection des meilleurs. On nous fait croire que ceux qui réussissent parce qu'ils sont meilleurs et qu'ils méritent leurs compétences. Ceci afin de justifier leur accession à une position de pouvoir, alors que la véritable raison de leur réussite tient à la chance et à une organisation arbitraire de la société. C'était donc cela, en 2 mots, l'arnaque du siècle. Pour résumer, l'idée de mérite est fondée sur une conception naïve de l'être humain, et notamment de sa capacité à vouloir. Grâce à la volonté, l'individu rationnel serait libre et tout-puissant. Ce fantasme de toute-puissance renvoie à l'idéal d'un individu capable de vouloir, donc capable de décider, de changer, de progresser, de prendre sa vie en main. Capable, donc responsable de ses succès et de ses échecs. Cette représentation de l'être humain devient la mesure étalon et l'organisation de la société dans son ensemble pâtit de ce fantasme. En légitimant de telles exigences, nous nous autorisons à juger les faiblesses de certains individus, voire à les exclure des décisions collectives quand ils ne semblent pas à la hauteur de cet idéal. En cela, le mérite, associé à cette conception naïve de la volonté, est une machine à injustice. Au nom d'un individu idéal qui n'existe même pas, nous justifions l'exclusion de celles et ceux qui ne semblent pas incarner ce fantasme. Et c'est pour cela qu'il faut voir immédiatement la vidéo de Patchwork si ce n'est pas déjà fait. Elle fait la généalogie de ce fantasme de l'individu tout-puissant et met en lumière ses terribles conséquences sur l'organisation sociale. Merci de votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Abonnement, cloche, commentaire, partage, etc. Allez, salut!